Hello, Et how are you? bonjour à votre voix française, Michel Slotowski. Bonjour. Bonjour. Dans l'État de New York, les voyeurs sont punis de 6 mois de prison. Ah, bonjour Stella. Il n'y a pas de fenêtre dans les prisons. Vous savez, dans le temps, aux voyeurs, on brûlait les yeux avec une barre chauffée à blanc. De nos jours, s'il fallait brûler les yeux à tous les voyeurs de la Terre, je crois bien qu'on manquerait de barres. Ah là là, il y a presque autant de voyeurs que de femmes et d'hommes. Les gens devraient sortir de chez eux et se regarder eux-mêmes, ça les changerait. Oui, monsieur. Ça, au moins, ce serait de la bonne philosophie. Oui, le Digest, avril 1939. Oh, je me réfère à ce qu'il y a de mieux. Oh, inutile de prendre ma température ce matin. Allez. Je veux voir si vous n'avez pas de fièvre. Salman Rushdie, pourquoi l'écrivain est-il un voyeur à qui il ne faut surtout pas brûler les yeux? Well, writers are many bad things. They're voyeurs and thieves. Les écrivains sont beaucoup de mauvaises choses. Ce sont des voyeurs, ce sont des voleurs. But in this book, I had the idea Dans ce livre, j'ai eu l'idée d'avoir comme personnage principal un jeune homme qui regarde l'histoire de cette étrange famille qui arrive. Et au début, je pensais que ce serait simplement un voyeur, la personne sur le côté de la route qui regarderait l'histoire. Mais finalement, non, le caractère s'y est pas, le personnage s'y est pas plié. Il a voulu devenir un acteur du livre. Quand on le rencontre la première fois, il a une vingtaine d'années. J'avais cette idée d'écrire le livre d'un homme jeune. Et je voulais que l'atmosphère du livre soit définie par sa jeunesse, sa passion, son ambition, et voir le livre à travers les yeux de quelqu'un de beaucoup plus jeune que moi. À la manière de Hitchcock, vous ouvrez donc avec ce roman, La Maison Golden, Salman Rushdie, une fenêtre sur cour. Mais c'est une cour ici qui a la taille du monde. Yes. Well, strangely, this private garden. Bizarrement, ce jardin privé où mon roman se situe est très très proche de l'endroit sur lequel Hitchcock a basé son film, en fait, qu'il a vu. Mais à New York, c'est assez commun que vous regardez par la fenêtre sur cour et vous voyez, en fait, par cette fenêtre, les maisons des autres. C'est tout à fait normal à New York. Mais ce qui est joli ici, c'est qu'il y a ce petit jardin privé. Donc c'est comme un carré formé par des maisons qui se regardent toutes les unes les autres, qui regardent vers ce jardin. Et ce jardin, c'était comme une scène de théâtre, à mes yeux. Et je me suis dit que mes personnages pourraient passer sur scène, raconter leur histoire, alors qu'ils étaient regardés par beaucoup d'autres personnes. On sent que votre fenêtre à vous, Salman Rushdie, votre fenêtre sur le monde, c'est le cinéma. Il est impossible de vous suivre tant les références sont nombreuses dans ce livre. Vous galopez à travers le cinéma mondial, d'un film à l'autre. D'où vous est née cette passion pour le cinéma? Je l'ai toujours eu. Je suis né dans la ville du cinéma. Bombay, c'est une ville de cinéma. Et quand on grandit là, eh bien, on devient obsédé, comme chaque habitant de la ville est obsédé par le cinéma. Quand j'étais à l'université, en Angleterre, au milieu des années 60, c'était une sorte d'âge d'or du cinéma. Et j'ai passé beaucoup de mon temps à regarder des films. C'est là où j'ai vu tous les films de Godard, Truffaut, Resnais, Rivette, Visconti, Fellini, De Sica, et tous les autres grands réalisateurs de l'époque, Buñuel, Bergman, Akira Kurosawa. Et dans mes livres, il y a toujours eu des références au film. Mais cette fois-ci, parce que mon jeune narrateur est quelqu'un qui vient de terminer l'école de cinéma, il veut devenir cinéaste. Et il a une très haute opinion de lui-même en tant que cinéaste, en tant que réalisateur. À un moment, il dit qu'il va faire un décalogue de films qui sera meilleur que ce que Kieślowski a fait. Il ne faut pas le prendre au sérieux parce que
Son orgueil, sa vanité fait partie de son personnage, mais ce que j'ai pu faire, c'est de lui donner toutes mes obsessions cinématographiques. Donc lui, il le dit à un moment, tout le fait penser au cinéma. Quoi que ce soit qui se passe, lui, il voit un film. Votre Maison Golden est d'ailleurs un livre scénario en termes formels. C'est un récit enchâssé, c'est presque un film dans le film. Les Enfants de minuit ont été adaptés, La Maison Golden a tout pour l'être. Qui pourrait interpréter le patriarche? Oh, who could play Nero? I mean, there's quite a lot of old bastards who could play him. Il y a vraiment un paquet de vieux schnocks qui pourraient jouer Néron. And I don't know, Je sais pas. he has to be a little kind of racially indeterminate. Ça devrait être quelqu'un qui est racialement indéterminé. So I'm not sure who. I Je mean, suis pas sûr. Robert De Niro. Robert De Niro, I don't know. peut-être. Mais c'est sûr que vous y avez pensé quand même, non? Yeah, but not very seriously. Ouais, mais pas très sérieusement. I think we'll think about it seriously when there's a On y real movie to pensera be made. sérieusement quand il faudra vraiment faire un film. En attendant, pour René, l'un de vos protagonistes, l'affaire tourne un peu au cauchemar. C'est très difficile pour lui de reconstituer la vie, ce qui s'est passé dans la vie de cette famille Golden. Et ce film, ou ce projet de film, devient un peu comme le Don Quichotte de Terry Gilliam. Il peine à le terminer. Salman Rushdie, Jean-Luc Godard, qui vient de réaliser le livre d'images, a dit « La littérature, c'est souvent du cinéma ». Vous ne seriez pas plus affirmatif encore que lui? La littérature, c'est du cinéma? Well, and the other way around, Et inversement. Because I think Parce que je pense que si vous pensez à ces réalisateurs de la nouvelle vague française, beaucoup d'entre eux ont commencé, ont débuté comme écrivains. Et des gens comme Godard, Truffaut étaient d'abord écrivains et sont devenus réalisateurs de cinéma ou cinéastes à travers la littérature et la critique de films. Et le cinéma, c'est aussi un art de la femme, c'est-à-dire de l'actrice, disait Truffaut. Extrait de votre Maison Golden, Salman Rushdie. Il y a une phrase que j'ai toujours attribuée à François Truffaut, même si maintenant, en cherchant bien, je ne trouve aucune preuve qu'il l'ait jamais prononcée. C'est donc sur un mode apocryphe que Truffaut aurait dit « L'art du cinéma consiste à pointer une caméra sur une belle femme ». En regardant Vassilissa Golden, dont la silhouette se découpait contre la fenêtre par laquelle on apercevait les eaux hivernales de l'Hudson, celle-ci me paraissait comme une de ces déesses de cinéma qui se serait échappée des films que j'aimais, sortant de l'écran pour entrer dans la salle à la manière de Jeff Daniels dans La Rose pourpre du Caire. Je pensais à Ornella Muti quand elle ensorcelle Swann dans le film que Schlendorf a tiré de Proust, à Faye Dunaway dans le rôle de Bonnie Parker quand d'une petite moue sensuelle elle captive Warren Beatty dans le rôle de Clyde Barrow, ou à Monica Vitti chez Antonioni, érotiquement recroquevillée dans un coin et murmurant dans L'Osso, ou à Emmanuel Béard revêtu de sa simple beauté dans La Belle Noiseuse. Pour moi, rien n'est plus beau à regarder qu'une femme en train de marcher pourvu qu'elle soit habillée d'une robe ou d'une jupe qui bouge au rythme de sa marche. Il y a celle qui file rapidement vers un but, peut-être vers un rendez-vous. Il y a celle qui se promène avec sur le visage un air de loisir. Certaines sont si belles vues de dos que je retarde le moment d'arriver à leur hauteur pour ne pas être déçu. À vrai dire, je ne suis jamais déçu, parce que celles qui sont belles de dos et moches de face me donnent une sensation de soulagement, puisque malheureusement, il n'est pas question de les avoir toutes. Elles sont des milliers tous les jours, à marcher dans les rues. Mais qui sont toutes ces femmes? Où vont-elles? À quel rendez-vous? Si leur cœur est libre, alors leur corps est à prendre, et il me semble que je n'ai pas le droit de laisser passer la chance. La vérité, je vais vous la dire, elles veulent la même chose que moi. Elles veulent l'amour. Tout le monde veut l'amour. Toutes sortes d'amour. L'amour physique et l'amour sentimental, ou même simplement la tendresse désintéressée de quelqu'un qui a choisi quelqu'un d'autre pour la vie et ne regarde plus personne. Je n'en suis pas là, moi. Je regarde tout le monde. Vassilissa, dans votre livre, Salman Rushdie, le personnage de la femme fatale, cette Russe qui va épouser Néron Golden, on sent que c'est le personnage que vous avez presque le plus travaillé, peut-être pris le plus de plaisir à travailler. Elle a quelque chose de diabolique, mais elle est terriblement attirante. Cette femme littéraire, cette femme de fiction que vous avez inventée, est-ce qu'elle correspond à l'image que vous voudriez vous faire des femmes aussi, un peu? No, she's terrifying. Non, elle est terrifiante. Et les femmes ne le sont pas, en général?
Yes, too many of them. Bah, trop d'entre elles, oui. But what has been very interesting to me Ce qui était très intéressant pour moi et très surprenant dans la réception de ce livre quand il a paru en Amérique, et même dans certaines des traductions en Europe, c'est la façon dont les lecteurs du livre l'aiment. Véritablement. Beaucoup de gens m'ont dit « Ah, Vassilissa, femme merveilleuse ». Et moi je dis « Mais attendez, c'est la personne la plus égoïste du livre. Elle ne travaille que pour elle. Elle est même très dure d'une certaine manière. Elle fait des tas de plans pour tromper son mari. Mais peu importe, les gens trouvent qu'elle est cool. » C'est des hommes, des lecteurs hommes qui vous ont dit ça. Des lectrices aussi. Non, autant de femmes que d'hommes. Bon, vous en profitez quand même aussi à travers elle pour régler un peu vos comptes avec les Russes. Les Russes nous ont toujours appris, répond Néron, et cette fois on ne pouvait se méprendre sur son hostilité délibérée, que la vie d'un individu est accessoire face à la raison d'État. Voilà ce que les Russes nous auraient appris. Nous l'avons appris de Staline et aussi du meurtre au parapluie empoisonné de Markov à Londres et de l'intoxication au polonium de Litvinenko, transfuge du KGB. Il y eut aussi ce journaliste renversé par une voiture, cet autre journaliste mort accidentellement, même si ce sont là que des aspects secondaires. Sur la question de la valeur de la vie humaine, les Russes nous montrent la voie de l'avenir. Cette année, les événements survenus dans le monde arabe le confirment et le confirmeront encore bien davantage. Oussama est mort. Ça ne pose pas de problème. Kadhafi est parti, zou, bon vent. Mais à présent, nous allons voir que les révolutionnaires, leur dernière heure va bientôt sonner. La vie continue, cruelle pour beaucoup. Les vivants ne pèsent pas lourd dans les affaires du monde. Et là, c'est le Salman Rushdie très pessimiste sur l'humanité qui se révèle. Écoutez, il faut que je dise que le livre, ce ne sont pas une polémique, ce n'est pas une polémique personnelle, ce sont les opinions du jeune René que vous lisez là. Et ce sont des opinions de gens jeunes. Il a cette arrogance, cette puissance. Et puis, il commet ses erreurs, des jeunes qui ont beaucoup de certitudes sur beaucoup de choses. Moi, je suis beaucoup moins certain que lui. L'un des frères Golden, Salman Rushdie, souffre de ne pas savoir si son jeu est féminin ou masculin, et si son apparence doit s'y conformer. Son ami travaille au musée de l'identité. C'est exactement ce à quoi aspirent certains. Figer les identités là où vous écrivez. La vérité, c'est que nos identités nous restent impénétrables, et c'est peut-être mieux ainsi que l'individu demeure un fouillis et un chaos contradictoire et irréconciliable. À quoi répond, pour vous, Salman Rushdie, cette folie identitaire aujourd'hui? À quelle idéologie, à quelle croyance s'est-elle substituée? Qu'est-ce qu'elle est venue combler, cette question de l'identité omniprésente? C'est devenu une telle obsession de notre époque. Ce n'est pas la même chose dans différentes parties du monde, cette identité, cette idée d'identité. En Inde, dans une partie du récit du passé de Néron Golden, l'identité a à voir avec l'identité religieuse. Donc les conflits d'identité sont des conflits interreligieux. C'est un problème entre hindous et musulmans. En Amérique, il y a une grande crise d'identité nationale. Qu'est-ce que ça signifie d'être américain aujourd'hui? Mais principalement pour les jeunes générations, cette question de l'identité de genre est devenue très urgente, c'est devenu une urgence. Et c'est un sujet qui est constamment dans l'esprit des gens. Et moi, je voulais découvrir des choses là-dessus. C'est une partie du livre où le personnage du roman, qui est en conflit sur sa propre identité de genre, eh bien, ça nécessitait beaucoup de recherches, rencontrer des gens et leur parler. Et c'était très intéressant à faire. L'écrivaine Arundhati Roy et la question de l'identité, elle était aussi au cœur de son dernier roman, Le ministère du bonheur suprême. Écoutez. I think, the whole point is that identity, which people
lay upon you may not be the L'identité que les gens affichent ou vous jettent à la figure, presque, ce n'est pas forcément l'identité avec laquelle on est le plus à l'aise, même s'il y a du vrai là-dedans. Par exemple, certains pourraient dire que je suis une écrivain célèbre et riche, ce qui me met fort mal à l'aise. Mais ça peut être vu comme une partie de mon identité. Et c'est vrai qu'il y a tant d'identités qui nagent dans un monde souterrain sous une seule identité. Alors après, bien sûr, il y a ce qu'on choisit d'embrasser, d'accepter et ce qu'on rejette. Je crois que tout cela a trait au degré de liberté dont on jouit dans sa vie. Et vous, quelle identité est la vôtre? Qu'est-ce que vous garderiez pour vous définir, Salman Rushdie? Moi, tout d'abord, c'est une coïncidence bizarre que le livre d'Ardati et le mien, d'une certaine manière, traite de ce sujet. Elle aussi, elle a un personnage transgenre dans son livre. Notamment à travers la figure des hijras, présente en Inde, que vous travaillez aussi. Et l'histoire des hijras était un point de départ pour moi aussi, parce qu'il y a quelques années, on m'a demandé d'écrire un texte de non-fiction sur la communauté hijra de Bombay. J'y suis allé, et j'ai passé quelques temps avec eux, j'ai entendu leur histoire. Et à cette époque-là, j'ai écrit simplement un article, mais le sujet m'est resté à l'esprit. Et je pensais qu'il y avait plus à faire. Et une partie en est ressortie dans ce livre, d'un autre côté du monde. Mon identité, je ne sais pas. Je pense principalement à moi en tant qu'écrivain de grandes villes. Il y a 3 grandes villes dans ma vie, et toutes ont contribué à me former. Bombay quand j'étais plus jeune, puis Londres, et maintenant, pour les 20 dernières années, New York. Je sens mon attachement pour ces 3 villes, plus qu'un attachement à des États ou à des nations. Je me sens de Bombay, je me sens de Londres et de New York. Et New York, c'est un peu la ville qui vous a permis, à vous, de repartir, peut-être aussi, comme Néron Golden souhaite le faire en venant là avec sa famille, pour échapper à un passé qu'on va découvrir au fil de vos pages. Salman Rushdie, vous êtes né en Inde, vous êtes citoyen britannique et américain, aujourd'hui anobli par la reine. Dans Joseph Anton, votre autobiographie, vous racontiez aussi des changements d'identité, des changements d'adresse, mais la grande différence, c'était suite au verset satanique, c'est que ces changements d'identité, ils ont été forcés et contraints. Pendant un certain temps, oui, c'était vrai. Et la raison pour laquelle, dans mes mémoires, j'ai utilisé comme titre de mes mémoires mon faux nom que j'ai dû inventer, c'était simplement pour montrer au lecteur l'étrangeté d'avoir à abandonner son propre nom. Quelque chose de bizarre, cela représente pour le moi, qu'on lui dise d'être quelqu'un d'autre. Oui, bien sûr, j'ai une connaissance de cela. Mais dans ce cas, ils ont choisi, eux, de le faire. Ils n'ont pas été forcés de le faire, ils n'ont pas été contraints de le faire, c'est un choix. Mais de toute façon, cette histoire de tenter d'être quelqu'un que l'on n'est pas, eh bien, dans leur cas, avoir l'arrogance de croire qu'on peut le faire, qu'on a tellement de pouvoir et de richesse, qu'on peut en fait se réinventer et que personne d'autre ne peut vous contredire et que vous pouvez être ce que vous voulez être. Et quel que soit le passé que vous tentez d'abandonner derrière vous, restera derrière vous. C'est de l'arrogance qui appelle à quelque chose qui va vous arriver. Et donc, de toutes ces identités, celle que vous n'abandonnerez jamais, c'est peut-être celle d'écrivain? Ça, c'est vrai. C'est exact. La seule chose que je voulais être dans ma vie, c'est acteur. Mais je crois que le monde a suffisamment de chance pour que je n'ai pas réussi à le faire. On vit aujourd'hui, Salman Rushdie, dans un monde où les frontières sont poreuses, tout circule, les livres, les films, mais aussi les mauvaises réputations. Il est plus possible d'échapper au reste du monde. Il est simple de se faire rattraper par son passé, et vous venez de l'évoquer, c'est ce qui va arriver à Néron Golden et à sa famille, un peu à la manière de Gatsby, le magnifique de Fitzgerald. Entre 2 ans, 8 mois et 28 nuits, l'un de vos précédents romans qui décrivait un New York multiculturel, cosmopolite, enchanté, et cette maison Golden, que s'est-il passé pour vous? Est-ce que la bulle a éclaté?
En fait, ce qui s'est passé, c'est que, immédiatement après avoir terminé mon roman précédent, j'ai eu un désir très fort de ne plus écrire ce genre de roman. Parce que c'est un roman d'affabulation, de fables, des gens qui s'élèvent au-dessus de la terre, qui flottent, de génies, de tapis volants, etc. Une sorte de conte de New York. Et je me suis dit, suffit, il suffit. Et nous vivons à une époque qui est encore plus bizarre que la fiction, plus étrange que la fiction. Peut-être que ça a à voir, au lieu de raconter un conte de fées, il vaut mieux tenter de capturer cette époque, cet esprit de l'époque. Une photographie en quelque sorte. Et je me suis mis à écrire un roman tout à fait à l'opposé de mon roman précédent. Une sorte de panorama social. Mais est-ce que c'est pas aussi toutes vos tours de Babel, tous vos panthéons qui se sont petit à petit effondrés? Dans le volet indien du roman, vous racontez la collaboration entre la mafia de Bombay et les djihadistes pakistanais. Une collaboration qui n'a pas épargné l'industrie du cinéma Bollywood, dont vous nous disiez en ouverture de cet entretien qu'il avait marqué votre imaginaire par ses films, que c'est là aussi où votre goût, votre passion pour le cinéma a commencé. Bollywood n'offre plus aujourd'hui qu'une image fantasmée de l'Inde, peut-être comme Hollywood n'offre plus aujourd'hui qu'une image fantasmée des États-Unis. En fait, je n'ai jamais été un grand fan des films de Bollywood. Il y a un cinéma d'art et d'essai en Inde comme partout ailleurs. Et les films que j'aime, c'était les films de Satyajit Ray, Bernard Sen, les grands réalisateurs indiens, qui d'une certaine manière n'étaient pas suffisamment compris au sein même de l'Inde, ou appréciés en Inde. Le cinéma sous toutes ses formes, depuis les films de super-héros jusqu'aux films d'art, ça m'a été important. Pour quelques minutes encore, Salman Rushdie est notre invité sur France Culture, à écouter ou à regarder si vous le souhaitez, puisqu'il est aussi en Facebook Live, 12h25. France Culture, la grande table, Olivia Gesbert. Les chauffeurs de taxi sikh, les cow-boys de rodéo, les blondes enragées de la nouvelle droite et les chirurgiens noirs étaient tous d'accord. Nous aimons sa folie, pas d'euphémisme mollasson à attendre de sa part. Lui tire dans le tas, dit tout ce qui lui passe par la tête, pille toutes les banques qu'il a envie de dévaliser, tue tous ceux qu'il a envie de tuer, c'est notre homme. Extrait de votre Maison Golden qui paraît chez Actes Sud, Salman Rushdie. Et le Joker, comme vous l'appelez, le méchant dans Batman avec son rictus machiavélique, a gagné. Le bouffon est bel et bien devenu roi. I'm back in the center of the American heartland, far away from the Washington swamp. Je suis de retour au cœur de la patrie américaine, bien loin du marécage qu'est Washington, pour passer du temps avec des milliers de vrais patriotes américains. Ça a été une semaine difficile pour les médias parce que je les ai forcés à voyager avec moi partout dans le pays et à passer du temps avec des dizaines de milliers de fiers Américains qui croient en la défense de nos valeurs, de notre culture, de nos frontières, de notre civilisation, de notre formidable American Way of Life. L'arrivée du Joker à la Maison-Blanche, Salman Rushdie, est-ce qu'elle est la conséquence de cette mondialisation que vous décrivez? Finalement, elle ne vous a pas tant surpris, même enfermé vous-même aussi dans cette bulle new-yorkaise? C'était une surprise pour moi en tout cas. Mais bizarrement, ce n'était pas une surprise pour mon livre. Parce que tout au long de l'écriture de ce livre, la dynamique du livre insistait sur le fait que ce qui devait se produire se produira. Mais moi-même, j'espérais beaucoup que ça ne se produirait pas. Il était impossible de comprendre à quel point cette catastrophe serait grave, extrême. Vous venez d'entendre là. Tout ce qu'il dit est l'opposé de la vérité.
littéralement tout. Donc il parle de Washington qui soit un marécage dont il est loin, mais lui et son cercle, c'est eux le marécage. C'est un gouvernement, une administration dont beaucoup de membres sont déjà tombés en disgrâce, qui ont dû quitter leur poste. Le monde marche sur la tête. Et quand j'ai écrit le Joker, je pensais que j'étais satirique et surréaliste. Mais en fait, il semble maintenant que c'était vraiment quelque chose qui était ce qu'on appelle en anglais un understatement. Satire aussi dans les passages que vous consacrez aux inégalités de ce monde, avec une plume très acide. Vassilissa, parlant notamment des pauvres et des inégalités, dit: tous ces mendiants dans la rue, bruyants et crasseux, qu'est-ce qu'ils cherchent? Pensent-ils que le pouvoir qu'ils attaquent est si faible qu'il va céder à la populace? Ils sont comme une souris qui marche sur le pied d'un géant. Le géant ne sent rien et ne se donne même pas la peine d'écraser la souris. Qui s'en soucie, franchement? Il y a de quoi se décourager. Il ne faut pas continuer quand même, Salman Rushdie, à résister à quelque chose. Je parle de l'arrogance des puissants. Je parle de l'arrogance des puissants. Je ne suis absolument pas désespéré. Je ne sens pas le désespoir. Tout est possible. Il est possible que les choses changent très rapidement. Je me suis trompé par le passé. J'espère que je ne me trompe pas cette fois-ci. Que vous voyez juste. Dernière question, Salman Rushdie. Est-ce que vous avez, avec ce livre, tourné le film que vous rêviez de faire? D'une certaine manière, oui. C'est un film que je contrôle totalement. Merci beaucoup à vous, Salman Rushdie. La Maison Golden, roman traduit de l'anglais par Gérard Meudal. Et ici, en studio, votre voix, Michel Zlotowski. Merci beaucoup à tous les deux.